Des poires et des choux, c'est le titre que j'ai choisi d'accord avec Bernard Messerly parce qu'il voulait absolument que je parle de végétaux. Alors que, comme l'a dit Monsieur Paquet, comme on dit en Gruyère, je suis dans une région qui produit du fromage. Donc peut-être juste pour vous dire que le musée gruyérien est à Bulle, dans une ville de 23 000 habitants, mais qui est depuis le Moyen-Âge un centre commercial lié à l'exportation du fromage de Gruyère. Donc on est dans un endroit qui a ses élites locales, ces élites qui sont en contact avec les élites de Lyon, voire de Paris, par les échanges qu'ils ont à la fois par le commerce de fromage, par le commerce de sel en retour et par le commerce de soldats. Donc c'est des gens qui s'intéressent à toutes ces idées que l'on voit aussi arriver dans les jardins, même si leur souci c'est plutôt de faire fructifier les alpages de manière à faire fleurir ce commerce du fromage extrêmement lucratif depuis le XVIIe siècle. Mais je vois M. Messerly qui s'inquiète déjà, on va en venir à nos produits. Alors peut-être juste vous dire un petit peu, moi je ne suis pas historienne, j'ai participé à l'aventure de cet inventaire du patrimoine culinaire suisse. Vous avez le site internet, là je vous inciterai à le consulter. Et mon regard, eh bien, il est entre ce que l'on observe en ayant fait les recherches et examiné ce qui s'est fait dans ce patrimoine culinaire suisse, qui a recensé plus de 400 produits en Suisse. Ce qu'on appelle les produits du terroir, que l'on voit dans chaque canton se développer avec des labels, avec des mises en évidence. J'ai aussi passablement exploré les livres de recettes, les livres d'économie familiale et aussi travaillé avec beaucoup de témoignages. Je dois évidemment rappeler aussi que j'ai une dette envers celui qu'on appelle De Cap, c'est-à-dire François de Capitani, qui nous a appris énormément de choses et dont on a énormément lu aussi les publications. Dans les témoignages, j'aimerais quand même d'abord vous partager un témoignage qui me revient toujours à l'esprit quand on me demande ce genre d'intervention. C'est quelqu'un dans le Val Ferret, en Valais, pas très loin du col du Grand Saint-Bernard, chez qui on avait été faire des enquêtes sur l'utilisation des plantes, la cueillette, en espérant trouver que l'ortie, l'épinard sauvage étaient au menu. Puis il me dit, mais madame, oui, bien sûr, mais si on n'a pas un bout de fromage avec, c'est pas bon. Donc voilà, mais on va quand même essayer de rester dans ce végétal. Juste pour vous dire, au musée gruyérien, il y a aussi évidemment les collections. Les collections, c'est de l'iconographie, mais c'est aussi des objets. Et les objets nous permettent parfois de voir que certaines choses ont existé, même quand on n'en parle pas ou qu'on n'écrit rien. Ici, par exemple, vous voyez sur l'étagère, ici en haut, vous voyez des paniers, qui sont des paniers pour la cueillette des cerises, des pruneaux, etc., qui sont, on en a toute une série. Donc c'est quelque chose qui était assez courant, même si en fait on en parle très très peu, on ne le trouve quasiment pas dans les livres de recettes, on ne le trouve pas dans le patrimoine culinaire régional tel qu'on en parle aujourd'hui. Dans le patrimoine suisse, on a en fait un petit nombre de fruits et de légumes qui sont de cet inventaire. Et si on va du côté des appellations d'origine, c'est encore plus petit, vu que dans les appellations d'origine, à côté d'une vingtaine de charcuteries et de fromages, on a en fait 2 végétaux qui sont dans les appellations d'origine. C'est le cardon, qui vient de Genève, pas trop loin d'ici, et une variété de maïs qui se cultive dans la vallée du Rhin, du côté de Saint-Gall. Évidemment, on trouve aussi d'autres produits et dont il est intéressant de voir comment est-ce qu'ils sont arrivés dans notre patrimoine culinaire. Je pense notamment aux asperges du Valais, qui font référence à toutes ces plaines qui ont été assainies dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la plaine du Rhône, la plaine de la Lint, près de Zurich, la région des Trois-Lacs, et où on a commencé à cultiver des végétaux, des légumes, à destination d'une population qui s'urbanise de plus en plus. Donc là, on va retrouver les asperges du Valais. On va retrouver aussi finalement les fruits du verger, comme les poires, les pommes, qui se sont développés énormément en Valais, mais aussi sur cette région entre Lausanne et Genève. Les cornichons,
qui font partie du patrimoine suisse avec quelques, notamment encore 2 entreprises qui font du cornichon au vinaigre, qui sont réputées en Suisse. Mais autrement, c'est relativement rare dans ce patrimoine culinaire et dans ces appellations d'origine de trouver des légumes. On peut encore citer la carotte blanche d'Argovie, de Küttingen, mais quand on lit dans le détail, on voit que les gens ne l'aimaient pas tellement. C'est un peu la punition, cette carotte blanche en sauce blanche. Et les souvenirs des témoignages ne sont pas ce qu'on pourrait espérer. Et enfin, on y trouve un élément de cueillette qui aujourd'hui est largement cultivé, mais qui est très apprécié des Suisses, que l'on retrouve beaucoup sur les tables et également dans la restauration, c'est la dent de lion. Le pissenlit, que l'on consomme en salade, mais également aussi en confiture. Mais ça, c'est un travail de Romain. Je vous expliquerai si jamais, mais ça prend beaucoup de temps. Parmi tous ces produits, le produit sur lequel j'arriverai en fin de cette présentation, c'est aussi évidemment le concentré de jus de poire qu'on appelle la résinée ou le vin cuit, qui lui est peut-être un des produits les plus anciens de ce patrimoine culinaire, en tout cas de ce qu'on en sait aujourd'hui. J'aimerais quand même juste vous rappeler que malgré ce que nos grands distributeurs en Suisse cultivent comme image idyllique d'une petite ferme dans la prairie, la Suisse est un pays d'industrie alimentaire précoce. On a très tôt, déjà en 1838, la première fabrique de pâtes alimentaires, ce qui fait que même si c'est une période où on commence aussi à utiliser beaucoup plus la pomme de terre, très vite le macaroni va s'imposer. Comme me disent mes enfants, les macaronis, il n'y a pas besoin de les éplucher. C'est quand même bien plus pratique, ce qui fait qu'on va retrouver les macaronis jusque dans les chalets d'alpage et dans les fermes, parce qu'un sac de 50 kg de macaronis, ça vous nourrit 3 hommes employés d'un alpage pendant plusieurs semaines, de manière la plus simple et la plus économique possible à l'époque. Et on est évidemment dans un pays de transformation du lait, avec des industries du lait qui se sont implantées assez tôt, mais aussi quelques conserveries. On en trouve là, Rocco du côté de Rorschach, Hérault à Lenzburg, 1886. On a tous appris ça à l'école primaire, on devait apprendre par cœur les noms de ces industries qui ont commencé à mettre en boîte des haricots et des petits pois avant de se diversifier et de disparaître ou de se lancer pour l'une dans la pizza congelée. Mais on a aussi les succédanés qui arrivent déjà au XIXe siècle, avec tout ce que l'on peut extraire de certaines variétés de haricots pour simuler l'arôme de la viande, en fait, qui est le principe de l'arôme Maggi, c'est-à-dire d'extraire des légumineuses, les éléments gustatifs qui peuvent remplacer la viande. Et puis, vous voyez aussi, 1898, la première sucrerie qui ouvre, même si on produisait déjà du sucre de betterave au cours du XIXe siècle, là on passe à l'ère industrielle. Donc il faut savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine culinaire, il est tributaire de toutes les transformations qui ont été amenées par cette industrie alimentaire qui a pris son essor au XIXe siècle. Tout ça juste pour vous dire que quand on parle de patrimoine culinaire, il y a peut-être 2 approches qu'il faut croiser. La mienne qui est de se poser la question, qu'est-ce qui aujourd'hui est important pour les gens, qu'est-ce qui leur semble emblématique, qu'est-ce qui les enracine dans une culture, dans une région, dans une tradition, qu'est-ce qui leur donne l'impression d'être ceux qu'ils sont. Et pour l'historien, et souvent pour le journaliste, qui aimerait savoir depuis quand ça vient et trouver l'invention la plus ancienne. Mais ces 2 choses sont très écartées l'une de l'autre. Et entre deux, on doit constater que c'est dans ce XIXe siècle qui s'industrialise qu'ont pris naissance la plupart de nos habitudes actuelles. On va le voir aussi au gré de ces livres de cuisine. Vous voyez que ce sont des livres de la première et la deuxième moitié du XXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'en Suisse va se mettre en place ce qu'on appelle l'économie familiale, c'est-à-dire l'éducation des filles, obligatoire par l'école, obligatoire dans la plupart des cantons, plus récemment ouverte aux garçons, pas obligatoire partout, à la cuisine et à de nouvelles manières de faire la cuisine qui tient compte des connaissances scientifiques, notamment sur les vitamines, sur des équilibres alimentaires que l'on prône par ce biais-là. Donc ces ouvrages guides culinaires qui sont des ouvrages faits pour les écoles, pour les cours de cuisine, il y en a toute une série. Ils sont intéressants parce qu'ils nous montrent comment est-ce qu'on a appris une certaine manière de faire et ils sont une combinaison toujours assez équilibrée entre la nouveauté, la modernité, entre des connaissances scientifiques, apprendre qu'il faut équilibrer, qu'il faut préserver les vitamines, et malgré tout, faire des choses que les gens ont envie de cuisiner, c'est-à-dire reprendre des recettes ancestrales.
On trouve aussi de ces recettes dans des livres de cuisine, et je vous en donne un exemple. Vincent Piton, c'est un ouvrage qui est arrivé dans les fonds du musée gruyérien de manière isolée, mais qui a été écrit en 1867 par quelqu'un qui était au service de quelqu'un d'autre pour la cuisine et qui venait d'Arc-en-Ciel, qui est une petite localité au sud de Fribourg. Et dans ce cahier qui comporte, comme ça, qui fait 1,5 cm d'épais, eh bien, il est très difficile de trouver des légumes. Vous voyez là son sommaire, et en fait, vous avez 220 recettes de viande et une seule page consacrée aux légumes. Vous avez encore 60 recettes de poisson, alors qu'on n'est pas très proche de la mer, ni d'endroits où on fait du poisson. Pourquoi? Parce qu'on est en pays catholique, et il faut pouvoir apprêter du poisson pendant le carême. Et une 50aine de recettes d'œufs. Ce qui est frappant aussi, c'est que par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a pas non plus de fromage qui soit cité. Or, le fromage, il est utilisé un peu partout et on le trouve dans le chapitre des œufs, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, là où moi je travaille, c'est plutôt ça qu'on voit que les choux, mais je vais tout de suite vous passer à la suite, en se disant, mais en fait, qu'est-ce qu'un ménage consomme, qu'est-ce qu'un ménage achète? En 1880, dans un milieu relativement rural, eh bien, on voit dans ces cahiers dont on en a la quantité qu'on achète le café, le pétrole, le chocolat, le sucre, des boutons, de la cassonade, de la cannelle, de temps en temps des pâtes, mais qu'on n'achète en tout cas jamais de légumes, parce que si on en consomme, on les achète au marché ou on les produit. Il faut aussi replacer ces habitudes culinaires dans les équipements. Alors là, on n'est pas dans ce que mon prédécesseur a pu montrer, des cuisines de cour, mais dans des cuisines rurales. Ce genre de foyer qui est dessiné ici a prévalu en milieu rural en Suisse jusque dans les années de l'entre-deux-guerres pour certains, ou en tout cas jusqu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire avec un feu ouvert, ce qui implique que, vous voyez, la plupart des cuissons vont être des cuissons bouillies. C'est quand même relativement difficile, quoique pas impossible, de pratiquer d'autres méthodes de cuisson sur un tel dispositif. Et puis, on a aussi ce genre d'objet. Ça, c'est une jarre du 19e siècle, produite à Bulle par une poterie locale, qui sert à la conservation notamment de la choucroute, j'y reviendrai, mais aussi des graisses telles que le beurre et le saindoux. On va se moderniser parce qu'on va avoir, à partir des années 1880, l'arrivée des fourneaux potagers qui vont permettre aussi d'avoir un four où on va pouvoir faire ces nombreux gratins qu'on va trouver dans les recettes et qui permettent de cacher sous une couche de fromage le chou-fleur que les enfants n'aiment peut-être pas tellement. C'était en tout cas ma pratique. Vous voyez sur la table ici que le pain, alors c'est une photo posée, parce que c'est une photo d'un photographe professionnel qui a dû le faire probablement pour un ouvrage d'économie familiale vers 1920. Vous voyez le café et le lait en quantité égale et le pain sur cette table qui est probablement dressée non pas pour un petit déjeuner mais plutôt pour ce café au lait du souper. À l'alimentarium, on avait en 2002 fait une reconstitution de ce qu'un ménage consomme en une semaine. Avec les statistiques disponibles, elles commencent en 1910 ensuite et 2000. On est un petit peu dans l'ordre de la pyramide alimentaire. Mais vous voyez que les fruits et légumes, ils sont là. Finalement, ils sont quantitativement presque moins nombreux que ce qu'on consomme aujourd'hui. Et ce sont des choux, des carottes, des prunes, des poires, quelques oignons, des légumes essentiellement de garde, alors qu'aujourd'hui notre consommation s'est énormément diversifiée, que les fruits exotiques sont arrivés sur toutes les tables sans difficulté et occupent aujourd'hui la place la plus importante dans les supermarchés, sans parler encore de tous les préparés que l'on trouve ici. Autre élément frappant, c'est encore la grande place qu'occupent les pommes de terre, qui vont dans les livres de recettes figurer sous les légumes. Dans les recettes de légumes, la majorité sont des recettes de pommes de terre qui vont s'amenuiser ici pour faire place à toutes sortes d'autres aliments. Et du côté de la viande et des produits laitiers, vous pouvez constater les mêmes différences avec une augmentation notoire de la consommation totale de sucre. Juste encore pour le redire, donc c'était la consommation d'une personne par semaine qui est symbolisée là.
Voilà, alors l'économie familiale, comme je vous le disais, a été introduite dans les classes déjà dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, avec un côté très didactique, hein, c'est assez sévère, le Sixtus est obligatoire, et la maîtresse au bout de la table devait être assez sévère. Alors voilà les ouvrages que l'on trouve, et je me suis basée sur un ouvrage tout à fait ancré localement, Madame Angèle Reichlen, fille d'un peintre célèbre dans le canton de Fribourg, qui commet cet ouvrage pour ses cours de cuisine familiale et bourgeoise qui date de 1928. Et vous voyez que dans ces cours, qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne les hors-d'œuvre, les viandes, les poissons, les sauces, les entremets, la pâtisserie, les desserts et les conserves. Donc les légumes, il faut vraiment les chercher, à côté encore de la pub du boucher. Mais on les trouve quand même, et c'est intéressant de voir que les légumes, vous voyez, c'est page 98 à 118 sur un ouvrage de 260 pages. Hein. Donc jusqu'à la page 98, on est dans la viande, tout le temps, et le poisson. Et on commence par les pommes de terre, on va trouver les choux, les haricots, les pois, qui sont souvent quelque chose d'un petit peu plus luxueux à la bourgeoise, les carottes, qui sont encore en Suisse le légume le plus consommé aujourd'hui, et les tomates qui commencent à arriver, les asperges, une seule mention parce qu'on est dans une région pas très urbaine et qui n'en a pas forcément beaucoup les moyens, mais néanmoins. Restent les jardins. C'est vrai que c'est intéressant d'observer ce qui se passe dans les jardins. Aujourd'hui, il y a toujours des gens qui jardinent, notamment dans les régions où j'habite, près de Vevey et où je travaille à Bulle. Mais c'est assez difficile aussi par l'iconographie de distinguer ce qui s'y fait. Vous voyez que le peintre ici n'a pas jugé très intéressant de donner des détails sur ce jardin paysan dont il essaye de retracer l'ambiance. Et en même temps, un autre peintre, Jean-Loup Tinguely, on le voit avec l'abondance des vergers, y compris de nouvelles plantations ici, qui sont devant les fermes, qui aujourd'hui disparaissent assez rapidement en raison du manque d'entretien de ces arbres, qui meurent tout simplement liés aux maladies, à la sécheresse de ces dernières années, liés à l'urbanisation, mais aussi parce que la Suisse, à partir de 1932, pour des raisons de protection de l'alcoolisme, a massivement encouragé l'abattage de tous ces grands arbres fruitiers. Donc voilà un petit peu le contexte. Revenons au marché de Bulle, on trouve quand même quelques légumes, et on trouve enfin nos choux. J'aime bien cette image qui est prise sur le marché, c'est une image d'automne parce que les gens ont déjà leur manteau d'hiver, les choux sont plus grands que la tête de l'enfant de 5 ans. On achète des raisins, on achète des châtaignes, on a les dernières tomates qui sont vendues là sur la place du marché. Donc on est à proximité de l'époque de la Bénichon, c'est-à-dire cette fête automnale qui va permettre d'apprécier tous les produits de la ferme. J'en reviens un petit peu, et c'est un exemple parce qu'on pourrait faire la même chose dans chacun des cantons, sur qu'est-ce que c'est que le terroir. Alors le terroir, quand on va consulter les sites des organismes qui protègent ce terroir, qui le mettent en valeur, c'est en fait ce qu'on produit et ce que l'on veut montrer comme étant typique de chez nous, afin de faire venir les gens, de favoriser le commerce. Ce n'est pas forcément ce que l'on consomme de manière quotidienne. Et vous voyez que là, les légumes, ils y sont très absents. On va trouver la poire, dont on va parler tout à l'heure. Autrement, on est de nouveau entièrement dans tout ce qui provient de l'économie de l'élevage, en tout cas pour ce qui concerne le canton de Fribourg. Donc vous voyez là aussi les éléments festifs d'une fête dont je vais vous dire quelques mots parce qu'elle nous permet de trouver l'importance enfin de ces choux. La Bénichon est une fête religieuse qui a été proscrite au XVIIIe siècle par les autorités, qui est devenue une fête profane, qui se caractérise par un très grand repas auquel on invite les cousins, les employés. Pour les Fribourgeois, c'est plus important que Noël comme fête familiale. Et là, on voit que le chou, il est à l'arrière-plan, il est toujours là, parce qu'on a un bouillon dans lequel on aura cuit le jambon, mais c'est un bouillon avec du chou et des carottes. Et puis on a un ragoût, on a le jambon, le saucisson, on a ces choux qui vont être servis à ce moment-là. Puis on a encore les carottes rouges, donc la betterave rouge qu'on va retrouver là, et les haricots. Donc ces légumes, ils sont bien présents, même si on en parle très peu, mais ils sont toujours considérés un peu comme un accompagnement de la viande. Vous trouvez là une très sympathique description de ce menu. Vous voyez que le bœuf est accompagné avec sa jardinière de légumes,
que les poires à botti vont arriver avec le ragoût de mouton, donc c'est des poires que l'on mange avec la viande, c'est ces poires dures, que la purée de pommes de terre sera accompagnée des haricots, et qu'ensuite toutes les viandes fumées vont être dressées quand même sur une montagne de choux, mais qui servent plus de socle, de faire valoir, que de spécialité en tant que telle. Et puis finalement, le gigot qui va être accompagné d'une purée de pommes de terre, s'entend, et de cette salade de carottes rouges sans adjonction d'huile. Pourquoi est-ce qu'on précise sans adjonction d'huile? Eh bien parce que si vous cherchez les recettes de choux dans ces livres d'économie familiale, eh bien vous allez trouver des choses assez sympathiques. Par exemple, ce livre très connu en Suisse romande, Guide culinaire, qui a été l'ouvrage de base des cours culinaires dans tout le début du XXe siècle, on nous dit ceci: les choux sont une ressource précieuse pour l'alimentation à bon marché. Ça prête de bien des manières. C'est un légume un peu lourd à cause de la graisse qu'il demande comme assaisonnement. Les choux ne conviennent pas dans un repas du soir. Pour les différents apprêts, allez voir sous les différentes viandes. Et plus loin, on nous dit allez voir sous l'après des perdreaux, comment faire les choux avec les perdreaux. Donc, vous voyez qu'on est dans une société où, si l'on a mangé le repas de Bénichon, après on danse. Et c'est peut-être ce qui change le plus aujourd'hui et qui nous donne un peu de difficulté à appréhender ce patrimoine qu'on en a souvent tendance à trouver comme assez lourd, comme même les livres de cuisine de 10, parce qu'accompagnés de crème, de lard, enrichis d'huile et de jambon, eh bien, c'est peut-être parce qu'on ne danse pas assez après le repas. Parce qu'aujourd'hui, le repas de Bénichon passe pour être un repas de spécialité du terroir, puis les gens restent plantés sur leur chaise jusque le soir parce qu'ils ne vont plus danser, il n'y a plus moyen de les faire se lever. Donc il faut aussi voir ce patrimoine dans le contexte de ce changement qui fait que beaucoup de choses ont disparu des habitudes parce qu'on les a jugées trop lourdes, trop nourrissantes, trop grasses, trop pleines de cholestérol, etc. Ce chou, ici accompagné des poires, vous voyez qu'on peut quand même les mettre sur la même brouette, il est quand même important, ça c'est sur le marché de Bulle, à la veille de cette Bénichon, parce que, eh bien, on en mangeait plusieurs fois par semaine. On en mangeait plusieurs fois par semaine, pourquoi? Parce que, notamment dans les régions montagneuses, c'est un légume qui est relativement facile à produire et que l'on peut conserver, et que l'on va aussi conserver en choucroute. Je vous donne là la recette des choux telle qu'il paraît dans la cuisinière romande de Maillard, qui a été édité la première fois en 1885, maintes fois réédité et réédité il y a quelques années dans un reprint. Eh bien là, de nouveau, on nous dit 3 choux, les laver, les blanchir, etc., supprimer l'eau, les saler, les ranger dans une casserole foncée de bonne graisse avec un oignon et par-dessus une tranche de jambon. Laisser cuire 1h30. Si le salé est cuit avant, on peut le retirer. Quand les choux sont cuits, le bouillon est absorbé, dresser les choux sur le plat et le garnir avec le lard. Donc voilà, ces choux vont quand même toujours s'accompagner de la viande. Par contre, c'est assez intéressant de voir comment ce patrimoine culinaire se distingue dans la Suisse, qui aime énormément faire des petites distinctions locales. Alors par exemple, dans les traditions que j'ai pu recueillir en Valais, le chou va généralement s'accompagner de viande salée, alors que les viandes fumées vont se cuisiner avec ce qu'on appelle le chou rave en Valais, c'est-à-dire cette pomme à chair orange. En Suisse alémanique, c'est le haricot sec qui va être avec les viandes fumées dans la potée bernoise et le chou plutôt avec le salé. Donc il y a ces petites associations de goût et il y a là derrière aussi une association de goût ancienne qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas aimé le chou. C'est que le chou est souvent associé à du lard et à du lard qui, avant les techniques de conservation que l'on connaît aujourd'hui, était souvent rance. Et il y a des recettes que j'ai trouvées notamment en Valais où on dit qu'il faut cuire le chou avec une couenne de lard. À la fin, il faut retirer la couenne parce qu'elle est immangeable et il faut la donner au chat qui peut-être n'en voudra pas. Donc voilà, on n'est pas très à l'aise pour en parler, mais voilà quand même ces choses qui étaient communes, c'est-à-dire ces rabots qui permettent d'émincer le chou dans ces grandes toupines, dans ces grands pots dans lesquels on va les empiler avec un pourcentage assez précis de sel pour faire cette choucroute qui est très consommée en Suisse et qui continue d'être très consommée. Alors pourquoi elle continue d'être très consommée? Plus personne n'en fait chez soi à la maison. Ça a été un légume d'hiver que l'on gardait à la cave et on nous disait de laver la choucroute. Pourquoi? Parce que ici on mettait un couvercle qui permettait de garder le chou à l'intérieur du liquide, mais malgré tout ça pouvait un petit peu brunir, s'oxyder, un petit peu s'abîmer. Donc on conseille toujours de laver cette choucroute, que l'on ne fait plus forcément aujourd'hui, où nous consommons de la choucroute pasteurisée. Cette choucroute pasteurisée qu'on achète chez le boucher et non pas chez le primeur,
aujourd'hui encore. Elle vient de quelques entreprises, il y en a 2 en Suisse qui font quasiment la totalité de la production, l'une dans la campagne zurichoise et l'autre à Mühleturnen dans le Gurbetal. C'est une de ces vallées qui a été assainie à la fin du 19e près de Berne et qu'on appelle le Krabisland, c'est-à-dire là où on cultive les choux. Et puis ici à côté, vous avez cette râpe que dans la plupart des musées on appelle une râpe à choux et qui n'est pas une râpe à choux, qui est une râpe à betterave, qui permet de faire des cordons de betterave qui vont eux aussi par fermentation lactique donner la compote aux raves, qui est un produit du patrimoine culinaire suisse assez particulier parce qu'il est produit uniquement en Suisse allemande et mangé uniquement en Suisse romande. Dans le menu de Bénichon, vous avez vu passer ces poires abotsi, donc c'est cette petite poire qui dit abotsi, ça veut dire qu'elle pousse en petits bouquets. Elle fait partie de ces innombrables variétés de poires. Il y en a des centaines en Suisse, mais de ces poires dures qu'on appelle des fois des poires à viande, donc on ne peut pas manger à l'état cru et qui ne deviennent jamais moelleuses. Ces poires abotsi, elles sont servies avec le repas de Bénichon parce qu'elles mûrissent dans la dernière semaine d'août et elles ne se conservent pas, malgré qu'elles soient très dures. Donc, elles tombent pile poil pour la Bénichon au début septembre. Aujourd'hui, on peut les mettre en bocaux pasteurisés. Et la plus grande partie de la production va servir à faire ce qu'on appelle du vin cuit. Alors, ce vin cuit, ça remonte à ce que mon prédécesseur parlait, à cet amour des confitures, des manières de confire les fruits dans du jus de raisin concentré, probablement au XVIIe, XVIIIe siècle. Et en Suisse romande, on s'est très vite mis à simplement concentrer du jus de poire, mais ça peut être ici dans la région plutôt du jus de pomme. On va l'appeler de la résinée sur la côte et je dirais de Lausanne jusqu'à Genève, c'est de la résinée, et de Lausanne à l'est et jusque dans le canton de Fribourg, c'est du vin cuit. Chez les Fribourgeois, c'est exclusivement de la poire. Chez les Vaudois, on y met souvent de la pomme. C'est pour ça que les Fribourgeois le trouvent moins bon, celui des Vaudois. Donc on va laver ces fruits, on va les presser et ensuite on va les cuire dans tout ce qu'on a comme chaudron en utilisant tout le vieux bois que l'on peut trouver pour en faire un concentré. Donc c'est une cuisson qui va durer environ 24 heures vu qu'on va concentrer au 10e. Donc on va avoir de 100 litres, on n'aura plus qu'1 litre de ce vin cuit. Ici, vous avez une ancienne installation dans une ferme fribourgeoise qui servait à broyer simplement ces poires qui sont très dures, parce qu'avant de les presser, il faut évidemment les casser pour que le pressoir puisse en extraire le jus. Cette cuisson, elle demande de l'attention parce que si on ne répartit pas la chaleur et si on ne fait pas attention de ne pas éclabousser le bord qui va faire des parties qui caramélisent à la chaleur et qui vont finir par sentir la mer, vous allez avoir un vin cuit qui est mauvais parce qu'il va sentir le brûlé, la mer. Ce que vous ne sentez des fois pas quand vous l'achetez, il faut le mélanger à la crème pour savoir si vous le ressentez ou pas et si ça sortira dans votre gâteau. Petit truc. Donc ce vin cuit, c'est un produit très ancien que l'on retrouve, qui a repris du poil de la bête grâce un peu à la promotion des produits du terroir, grâce aux femmes paysannes et aux associations de femmes paysannes qui ont continué de faire ce vin cuit, à maintenir des recettes, et à un coup de pouce qui a été donné par le premier grand cuisinier de Suisse, Freddy Girardet, qui l'a mis à sa table, qui en a fait un gâteau, qui l'a mis dans son livre de recettes et ce qu'il a fait entrer dans la haute gastronomie. Alors aujourd'hui, on le trouve sous forme de vin cuit. On trouve aussi ces bocaux ou des sachets pasteurisés qui vous permettent de les apprécier pendant tout l'hiver. Là, vous avez la poire à botsi dans son accompagnement classique de la Bénichon, mais on va la trouver dans une foule d'autres préparations aujourd'hui, vu que les chocolatiers s'en sont emparés pour faire des truffes au vin cuit, des truffes aussi à l'alcool de poire à botsi. Vous avez de la pâtisserie, vous avez toutes sortes de préparations qui viennent avec ce produit qui a obtenu, il y a maintenant peu d'années, une appellation d'origine atypique, vu que c'est une des seules appellations d'origine qui a été obtenue pour une variété végétale, ce qui tord un petit peu la loi, mais tant mieux pour la poire à botsi. Donc voilà un petit peu ce parcours. Je crois que le temps est parti et fini. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Rabou, pour ce fascinant voyage historique. Question pour Madame Rabou. On a quelques minutes à disposition. Je vous en prie. Tout à l'heure, quand vous avez présenté le menu de Bénichon, il était écrit dans l'ordre traditionnel où les plats sont servis, ou est-ce que ça peut être un petit peu aléatoire? J'ai vu que le bouilli, l'agneau était servi avant le jambon, le salé. Alors,
Ça, c'est une éternelle discussion. Ça, c'est en fait le menu de Marthe Combat au Ciernes d'Albeuf, pour ceux qui connaissent. Il y a toujours, dès qu'on parle de terroir, il y a toujours des personnes qui aimeraient qu'il y ait une vérité vraie et que le musée gruyérien, en l'occurrence, puisse dire la vraie vérité. Or, nous, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut observer, c'est ce qu'on peut constater, c'est ce qu'on peut lire dans les documents, c'est qu'il y a autant de manières de faire que de familles. Mais pourquoi il y a un petit peu ce menu qui semble devenir classique? Il y a la promotion touristique gastronomique qui s'en est emparée. Et il y a aussi une autre chose qui est peut-être un peu typiquement fribourgeoise, c'est une certaine pudeur. Pourquoi? Parce que beaucoup de familles n'avaient pas les moyens de faire ce menu en entier. Et beaucoup de familles disaient, chez nous, on faisait que le jambon, ou bien on faisait que le gigot. Mais en tout cas, jamais le tout, il n'y avait que les riches qui pouvaient faire ça, ou dans certains établissements. Donc il y a aussi cette pudeur qui fait qu'on s'en tient à la version officielle, mais chez soi, on fait comme on veut. Et Tante Marthe faisait effectivement référence en Gruyère, c'est quelque chose d'unique. Donc ceux qui ont eu la chance de déguster ce menu, ils s'en souviennent et ils doivent faire du sport pour garder la ligne. Danser, voilà, exactement. Danser. Voilà. Une autre question pour Madame Rabou? Je t'en prie, Bernard. La fève, elle n'apparaît nulle part. C'est plutôt valaisan, la fève. Alors la fève, elle est quasiment disparue de l'usage. Effectivement, on la trouve en Valais, mais un petit peu conservée par sa réputation, parce qu'il y a un village qui s'appelle Lide, qui a comme surnom les pécafaves, qui sont les bouffeurs de fèves. Donc, par amour de ce sobriquet, ils ont un peu continué de cultiver des fèves. J'ai recueilli des témoignages de gens qui mangeaient encore des fèves. Alors, c'était aussi quelque chose, ils disaient, l'après-midi, on devait dormir, quoi. C'était très lourd. Pourquoi? Parce que les fèves étaient aussi souvent apprêtées avec du lard, avec de la graisse. Et c'était quelque chose d'assez lourd qui est sorti d'usage. Pas entièrement, et ça, c'est une chose que j'ai omis dans ma présentation. C'est que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les jardins privés ou dans les jardins familiaux, vous voyez qu'il y a d'une part, alors il n'y a plus personne qui cultive ces choux cabus à tête ronde, parce qu'il y a la question des vers, des mouches, etc., qui fait qu'on n'a pas envie d'asperger de pesticides dans son propre jardin, on s'en fie aux professionnels. Mais par contre, il y a toutes sortes d'autres choux, notamment ces choux sur tige dont on consomme les feuilles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui jardinent en Suisse sont les gens d'origine portugaise. En majorité, à Bulle, c'est flagrant, un quart de la population est d'origine portugaise actuellement. Donc ça, on le voit tout de suite dans les jardins, parce qu'ils ont ces choux dont ils consomment les feuilles. Et les gens qui sont d'origine d'Italie du Sud plantent aussi encore des fèves, pour certains. Mais je dirais ceux qui sont d'origine paysanne locale, eux ne le font pas et se sont mis aux tomates basilic, un peu comme tout le monde. Une dernière question en guise de conclusion? Ou au choucal, quand on veut faire mode. Voilà, exactement. Une dernière question. Sinon, on va passer... On remercie encore Madame Rabou pour ce fabuleux voyage. Merci beaucoup.